prête, Lina? Oui. Donc, c'est maintenant l'heure du duel spirituel. Donc, c'est une petite chronique vidéo que j'avais fait pendant un certain temps. Bon, comme toujours, à un moment donné, je me suis découragée. Ça finit là. J'en ai pas fait beaucoup. Mais c'était très intéressant, justement, parce qu'on se relançait une et l'autre. Donc, moi et une autre demoiselle. Et on arrivait justement à découvrir des secrets, des confidences, des choses nécessairement duquel on ne parlait pas en général. Donc, c'était quand même très intéressant. Donc, j'ai décidé, vu qu'on avait 2 heures, de ramener ce concept-là. Donc, concept très simple, je vais poser des questions à Lina qui va devoir répondre et vice-versa. Et le thème d'aujourd'hui, ce sont nos premières fois. Ça sonne tellement, loin de où est-ce qu'on s'en va avec ça. Oui. Donc, sans filtre et sans dignité, je tiens à le préciser, on vous raconte tout. Nous vous invitons, chers enchanteurs, à partager vos secrets avec nous sur le chat si le cœur vous en dit, évidemment. Donc, je commence. Quel est le premier rituel que tu as fait, Lina? J'ai tellement honte. J'étais toute petite. Enfin, j'étais toute petite. J'avais un âge de conscience à peu près. Désolée, je viens de lire toute première fois de Jeanne Masse dans le chat par Alina. Ça me fait mourir de rire, vraiment. Excellente synchronisation, Alina. J'ai la chanson en tête. Et c'est un peu dans la même vibe que Jeanne Masse, pour le coup, parce que c'était un rituel d'amour pour être un peu plus confiante, jolie, pour séduire un jeune homme à l'époque. Je devais avoir quoi, 14, 15 ans? Quelque chose comme ça. Et je me souviens très bien de ce que j'ai fait. C'était quelque chose... je n'avais pas conscience à l'époque, mais inspiré un petit peu de la magie des nœuds. Et j'avais des petites cordes en lin blanc que j'avais peint en rouge. Et j'avais fait tout un petit rituel autour de ça. Bon, j'ai découvert les correspondances du rouge bien plus tard, alors que moi, je voulais juste un amoureux. Et le rouge, dans ce que j'avais lu à l'époque, j'ai encore ces carnets-là, mon Dieu. Et, et j'ai découvert un peu plus tard que le rouge était plus attribué pour des choses SEX, si vous voyez ce que je veux dire. Mm-hmm. Et du coup, voilà, c'était un petit rituel où je faisais une tresse encore. Mais c'est les petites cordelettes en lin que, vous savez, vous accrochez vos rideaux avec. Oui. Et du coup, voilà, j'ai fait ça avec ça et je l'ai porté longtemps dans la petite poche de mon sac à dos pour aller à l'école. Et ça n'a pas super bien marché. Est-ce que tu vois quand même de la valeur à ce rituel-là? Parce que ça, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé là, autrefois pendant un live, à quel point, on rigole et on est un petit peu gêné d'avoir fait ces rituels-là. Mais des fois, je veux dire, le fait que tu as utilisé la technique des nœuds pour le faire, c'est quand même pas rien, là. Tout à fait, sachant que j'avais pas Internet à cette époque-là. Et que les seules sources qu'on avait, c'était pas les librairies, les bibliothèques et les médiathèques. Et du coup, voilà, moi j'ai eu un peu plus tard, 2-3 ans plus tard, j'ai eu Internet à la maison et encore l'accès était très limité. C'était mon père qui gérait d'une main de fer les heures d'ordinateur de toute la famille. Et du coup, voilà. Mais c'était très mignon. On Enfin, a allé. Ben, quand même, oui, je veux dire, puis c'est à l'âge où je pense que c'est un besoin que la plupart des adolescentes ont, j'ai c'est ça. l'impression. On a Alina dans le chat qui nous confie qu'elle avait vu un rituel d'une sorcière à la télé qui parlait d'un charme d'amour avec les photos à coller l'une sur l'autre et asperger de miel, mettre le tout dans une boîte et oublier. Je pense que c'est quand même une bonne technique. Il y a quand même, c'est ce que je trouve fascinant malgré le fait on a fait ça probablement sans la moindre. En fait, je peux pas dire qu'il n'y avait pas d'intention. C'est sûr que quand Alina ou quand Lina fait le rituel, vous étiez toutes les deux probablement très concentrées sur cet amour-là que vous vouliez avoir. Oui,
Tout à fait, l'intention était là et c'est sûr, c'était Mais c'est ça. sincère et innocent. Et à l'époque, je baignais dans Charmed comme c'est pas permis. Hein. Je vais pas mytho, je suis de la génération Charmed et j'y croyais dur comme fer. Ouais. Que j'étais Phoebe et que ce petit Mathieu serait mon futur Cole Turner, quoi. On a maintenant son nom. Oh, il tombera jamais sur la radio, je pense, donc ça va. Ce serait trop drôle qu'il apparaisse. Bon, il se souvient pas de moi, c'était. Allô? Vous m'avez évoqué. Écoute, de mon côté, je vais vous décevoir. Ça n'a rien de croustillant, en fait. Ça vous donne une bonne idée de quel genre d'ado j'étais. En fait, moi, j'ai fait un rituel d'études pour réussir mon examen d'histoire. Et ça a fonctionné, cela dit. Donc, j'ai au moins ça qui va pour moi. C'était en fait un rituel que j'avais fait pendant mes études. En fait, j'en parle maintenant que je vous le dis, puis que je vous confie ça sur les ondes de la radio. C'est un peu ce que je suis en train de faire pendant mes propres études quand je pense. Donc, j'avais une pierre de citrine qui devait être en fait de l'améthyste chauffée. Hein? On ne va pas se cacher. Je n'avais pas les moyens de me payer une améthyste à cette époque-là. Je n'avais que 13 ans. Mais j'avais une pierre. Donc, j'avais une pierre jaune. Donc, ça devait être la fausse citrine que j'avais sur moi pendant que je faisais mes études. J'avais allumé une chandelle en cire d'abeille jaune et j'avais allumé un encens. Si je ne me trompe pas, c'était un encens de sauge ou de chèvrefeuille. Je ne me rappelais plus trop, en fait. C'est sûrement ce que j'avais trouvé sous la main à ce moment-là. Et j'ai fait mon rituel. Donc, j'ai révisé toute mon année scolaire, en fait, au niveau de l'histoire, parce que, bon, l'histoire, c'est beaucoup de par cœur. Et moi, c'est quelque chose que j'ai de la difficulté pour... C'est pas quelque chose qui m'attire nécessairement, ou je mémorise pas si bien les trucs que je dois apprendre par cœur. Il faut bien un intérêt. Cela dit, j'avais pas vraiment d'intérêt envers l'histoire, donc c'était pas très simple pour moi. J'ai fait ce rituel-là, et le lendemain, j'ai traîné dans ma poche un bout de la chandelle avec les cendres de mon encens que j'ai comme plié dans un petit paquet dans cette cire-là que j'ai mis dans ma poche avec ma pierre. La pierre que j'ai tenue pendant toutes mes études. J'ai fait mon examen final et j'ai eu 98%. Donc, ça a été la plus haute note de tout le ministère à cette époque-là en histoire. Et du coup, voilà, j'étais toute puissante. Du coup, ça m'a vraiment fait réaliser que ça fonctionne, la magie. Vous voyez? Wow, mais cette histoire est incroyable, quoi. C'est trop chouette. Alors voilà, du coup, j'ai gardé principalement presque le même rituel, là, mis à part la chandelle que j'ai mis de côté parce que, comme vous savez, j'ai peur du feu, donc moins je l'utilise, mieux je me sens. Mais j'ai encore ma pierre, j'ai encore mon encens, puis j'étudie. Donc voilà, j'espère que ça va fonctionner encore. Ah ben, je te le souhaite en tout cas. À mon tour. Quelle musique, chant ou son t'a accompagné dans tes premiers rituels? Encore une fois, à l'âge où j'ai commencé, j'avais pas accès à des émissions de sorcellerie où je ne connaissais rien à la musique spirituelle ou autre, mais j'ai honte d'avouer que pendant longtemps, je m'étais fait un CD, parce que c'était à l'époque des CD, n'est-ce pas? Je m'étais fait un CD, j'avais dessiné un œil dessus. C'était mon CD spirituel. Et j'écoutais du Yanni. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Yanni, qui est un musicien New Age très reconnu, en fait. Beaucoup de flûtes de pan à travers ça. C'est un monsieur qui portait un mulet et une moustache. Oh, j'adore. Et si vous avez le malheur d'aller voir des vidéos de ces vidéoclips, vous allez comprendre à quel point c'est un peu cringe comme situation. C'est ce que j'écoutais à mes débuts du Yanni. Je sais pas, ça m'inspirait la puissance, ça m'inspirait, voilà, la moustache et les vagues de mer. Oui, Alina, Yanni, ne me force pas à répéter. Tu te doutes bien que je suis déjà sur Google en train de chercher. Bonne découverte.
J'écouterai ça après le live, sois-en sûr. Et toi, parce que tu peux pas poser la question sans y répondre. Eh bien, je n'ai pas du tout de souvenir de mes premières fois en musique, en tout cas. Mais je sais que très vite, c'est venu sur des choses très bateaux, que je pense que vous reconnaîtrez tous dans le chat, comme du Fon, du Vardruna. Et Vardruna m'accompagne d'ailleurs toujours actuellement dans mes rituels. C'est de la musique qui me touche et qui me parle. Donc je trouve que ce sont de très bons accompagnateurs. Surtout qu'il faut savoir un truc particulier sur ce groupe de musique, c'est qu'ils fabriquent eux-mêmes leurs instruments à partir de manière naturelle. Oh, Et du coup, enfin, il y a des sons vraiment qui touchent à la terre, quoi. Et moi, ce groupe de musique me transcende. Et du coup, je me sens jamais autant ancrée que quand j'écoute du Vardruna en début de rituel. Voilà. un peu comme moi, Yanni. Ça fait des années que j'ai pas écouté ça. Je suis sûre que je vais réécouter ça. Je vais avoir la chair de poule juste parce que ça va me rappeler un peu le sentiment que j'avais. Parce que quand on commence notre pratique, en tout cas, je sais pas pour vous les enchanteurs, mais c'est quelque chose que, bon, quand on débute notre pratique, puis qu'on est vraiment... on est vraiment immergé dans ce qu'on fait. On a vraiment ce ressenti euphorique, quasi de puissance ultime, là, comme si on venait de découvrir tous les secrets de la Terre juste parce qu'on vient d'allumer une chandelle. C'est un peu comme ça qu'on se sent à nos débuts. Puis j'ai l'impression que ça, on le perd au fil du temps parce qu'on finit par banaliser ou perdre cet aspect-là d'émerveillement, je dirais, du début qu'on perd. Et bon, Yanni me donnait ça. Émerveillement, là. On a Alina qui nous confie musique de dessin animé, de chanteuse magicienne, comédie magique, creamy et tout ça. Ah ben voilà, une autre approche, tout simplement. Je m'attendais à ce que quelqu'un nous sorte, mettons, la trame sonore d'un film de sorcière bien connu, comme Magie Noire ou je ne sais trop. Ah, pour moi, ça aurait pu. Je me vois bien faire un rituel du haut de mes 14 ans à l'époque sur le générique de Charmed. Ça Ouais. aurait été tout à fait possible, mais non. Oh, prochaine question. Quel a été le premier outil que tu as acquis? Alors, je sais que tu n'aimes pas le feu, mais moi, j'adore ça. Et je me souviens que ma tati, quand j'étais petite, avait un petit support. Je ne connais toujours pas le nom de cette chose, mais je l'ai toujours. Vous savez, où on met le charbon ardent dessus et on fait brûler notre encens dessus. Et Oui. voilà, ma tante, c'est grâce à elle que j'ai découvert l'encens parce qu'elle a en fabriqué dans une fabrique pas loin de Montpellier, pas loin de là où j'habitais. Et du coup, je lorgnais sur cette chose qui sentait bon à chaque fois. Et ma mère connaissait mes tendances qui, pour elle, ne présageaient rien de bon avec la sorcellerie et m'interdisait d'avoir des bougies dans ma chambre. Et clairement, euh, la suite des événements s'est avéré qu'effectivement, il ne fallait pas que j'ai des chandelles dans ma chambre. Mais bref, ça sera pour une autre fois. Et du coup, je lorgnais à chaque fois ma tante. Oui, j'aimerais bien avoir quelque chose comme ça, moi aussi, et tout, pour faire mes petits rituels, nanani, nanana. Et du coup, elle m'a appris à mélanger les encens. Et un beau jour, j'ai tellement insisté qu'elle m'a offert mon premier petit repose chardon ardent. Et je pense, j'y ai réfléchi à cette question avant le live, et je pense que c'est le premier vrai outil dont je me suis vraiment servi que j'ai eu en ma possession, quoi. Et toi? C'était un, un ouvre-lettre, en fait, qui me servait de datamé. Donc, évidemment, j'aurais pas demandé une dague à mon père ou quoi que ce soit. On avait été dans une petite boutique et j'avais vu un ouvre-lettre c'est ça, qui avait l'apparence d'un datamé finalement. J'avais demandé à mon père si je pouvais l'avoir. Puis mon père savait, comme vous savez, on l'appelle dans l'équipe le Guy. Le Guy était très ouvert justement à ma pratique et tout ça. Et
il avait trouvé que mon choix d'ouvre-lettres était un petit peu. Il dit oh, mais ça te représente pas. Il y avait un dragon dessus, là. C'était un truc, un truc asiatique. Et mon père, il dit on pourrait regarder pour autre chose et tout ça. Puis finalement, mon père m'avait offert un couteau turc, en fait, que j'ai utilisé pendant longtemps comme dague de cérémonie. Donc, c'est de là le premier outil. Bon, je compte pas l'ensemble, les chandelles et tout ça. Pour moi, c'était pas des outils quand j'ai commencé ma pratique. Mais c'est ça, cette ouvre-lettre qui est devenue ma dague rituelle finalement, qui a été remplacée là, par un outil qui était plus symbolique que mon père m'a offert. Je pense que ça a été un moment de connexion non seulement avec mon père, mais aussi avec ma pratique et déjà d'emblée de connecter avec quelque chose qui était plus près de ma personnalité que de juste prendre un outil comme ça qui fait la job, comme on dit. Mimi qui nous répond bol tibétain ou des musiques de méditation trouvées sur YouTube en lien avec la pleine lune ou la nouvelle lune. Bon, ben quand même. Par contre, j'ai testé avant et pendant un tirage, mais au final, je préfère sans musique. Donc voilà, dans le silence le plus complet. C'est une autre façon de pratiquer, évidemment. Il y a beaucoup de gens aussi au niveau de la musique ou des chants. C'est pas quelque chose qui m'aurait rendu à l'aise dans ma pratique, j'ai l'impression, de chanter. Ouais, c'est quelque chose où ça m'a demandé une certaine sortie de zone de confort de chanter pendant mes dévotions. Mm-hmm. Et je le fais depuis 2-3 ans maintenant, mais c'est vrai que ça m'est pas du tout venu naturellement au début, quoi. Il a vraiment fallu que j'attende d'avoir l'instinct de le faire, d'avoir la demande pour le faire, pour m'y jeter, quoi. Mais c'est vraiment, je chante à voix basse, parce que si je chante un peu plus fort, enfin, on a un ouragan qui nous tombe sur la tête, hein, sans mauvais jeu de mots, vraiment. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager? Ça a été quoi leur premier outil qu'ils ont acquis au fil de leur pratique? Par contre, comme toi, Mimi, moi, les tirages, j'ai besoin d'être dans le silence le plus total aussi pour pouvoir me concentrer, quoi. Je suis incapable de m'ancrer avant un tirage avec de la musique. C'est pas possible. Moi, je suis rendue soit avec des fréquences, donc je suis particulièrement emmerdante avec mes fréquences depuis le début de cette émission. Mais c'est vrai. C'est vrai que les fréquences, c'est quelque chose qui. Parce que c'est pas quelque. On n'a pas vraiment. J'ai tendance à fredonner beaucoup. S'il y a une chanson que j'écoute ou s'il y a des paroles, je vais fredonner. Et du coup, ben, je perds ma concentration parce que là, je suis concentrée sur les paroles. Puis des fois, les paroles me transportent quelque part dans mon esprit. Puis c'est comme un vidéoclip dans ma tête. Je comprends tout à fait. Je revois des scènes de ma jeunesse, puis je suis comme. Oh. Sur du Yanni. Le regard perdu dans le vide pendant qu'on conduit avec les gouttes d'eau dans la vitre de la voiture. Mais c'est ça, non, c'est quelque chose ça me fait perdre ma concentration quand il y a des paroles. Donc, j'essaie d'éviter le plus possible. Donc, moins c'est une musique qui va être reconnaissable pour moi, mieux c'est. Donc, à ce moment-là, je vous suis un peu là-dessus. Pour moi, ça va être au niveau fréquence ou même justement ce qu'on appelle du white noise. C'est quelque chose qui va m'aider à me concentrer. Mais si c'est vraiment genre de musique, même si c'est une version instrumentale, si je sais qu'il y a des paroles dessus en temps normal, je vais les fredonner dans ma tête et je vais complètement oublier ce que je fais. Donc, ça ne m'avance pas. Je comprends tout à fait. Quel est le premier livre que tu as lu et qui a changé ta perception de la magie ou de la spiritualité? C'est un livre qui est banni maintenant dans plusieurs pays. Là, j'ai l'air de dévoiler quelque chose de secret sombre. C'est sur une tradition cubaine africaine, donc une religion et une pratique spirituelle à la fois. Et à cette époque-là, ben, bon, faut l'admettre, bon, j'ai été baptisée, j'ai quand même été élevée dans. On n'a jamais été des pratiquants religieux, d'aucune façon, on n'allait pas à la messe ou quoi que ce soit. Mais j'ai été baptisée, j'ai fait ma première communion, ma confirmation et tout ça, mais ça m'a jamais vraiment interpellée.
Je me suis jamais sentie. C'est vraiment un attachement religieux qui m'a été inculqué et non pas qui est venu de moi-même. Et j'ai jamais vraiment adhéré à cette façon de fonctionner-là dans ma jeunesse, même dans mon enfance. C'est pas quelque chose qui m'interpellait, en fait. Et au fil du temps, ben, j'ai fini par me détacher. J'ai étudié beaucoup de voies différentes. J'ai tenté quelques pratiques aussi dans différentes traditions occultes. Mais ce livre-là, qui était sur la Palomayumbe, donc certaines personnes dans l'équipe connaissent un peu mon attachement pour cette religion-là. Et c'est à partir de là que j'ai appris sur les éléments, croyez-le ou non. Parce que, bon, ils ont une vision très ni bonne ni mauvaise des énergies. Et c'est là que j'ai vu à travers justement cette religion-là, où est-ce qu'il y a différentes entités qui sont invoquées ou évoquées. Et je me suis rendu compte que ces entités-là pouvaient être autant bénéfiques que cruelles envers les demandeurs. Parce que tout dépendait de la façon de l'intention qu'on avait finalement au fond de notre cœur. Et c'est ce qui définit si l'entité avec laquelle on veut travailler va être bénéfique ou maléfique d'une certaine façon. Parce qu'il y a cette dualité-là qui est présente, et ça, c'est quelque chose que j'ai adoré à travers cette lecture-là, c'est qu'il y a une dualité qui est présente. C'est ni bon ni mauvais. Ça dépend. Ça dépend de ce qui est fait pour toi, ça dépend de ce que tu as vraiment au fond du cœur. Est-ce que tu es honnête avec ce que tu désires ou pas du tout? Est-ce que tu cherches à manipuler ou vraiment tes intentions sont pures? Donc, ça, c'est une facette de cette religion-là que j'ai beaucoup, beaucoup appréciée. Et j'ai eu la chance d'avoir justement je dirais pas un mentorat parce que évidemment, c'est pas ma culture, c'est pas ma religion non plus. Et je voulais pas nécessairement là, m'intégrer là-dedans. Là. Je veux dire, j'étais curieuse à propos d'eux. Et j'ai eu la chance de pouvoir avoir justement les conseils de quelqu'un qui le pratique depuis très, très, très longtemps, qui est en fait un mentor dans cette religion-là. Et j'ai pu m'entretenir avec lui pendant de nombreuses années par la suite, mais c'est ce livre-là qui m'a vraiment fait découvrir les éléments à travers justement certaines forces, des forces tangibles, des forces physiques qu'on voit, mais aussi à travers la religion et la spiritualité. Donc, c'est vraiment ce livre-là spécifiquement qui m'a permis de découvrir les éléments, de découvrir justement cette combinaison de spiritualité et de nature à la fois. Et donc, je dois dire que c'est la raison pourquoi je suis dans cette voie-là, dans ce cheminement spirituel-là. C'est vraiment à cause de la lecture de ce livre-là. Et c'est vraiment ça qui m'a ouvert les yeux sur les éléments, étrangement. C'est super intéressant. Franchement, j'aimerais bien le lire, du coup, tu m'as donné envie. Il faudra que tu le trouves. Il est très dispendieux, mais ça, je sais que c'était très difficile de l'avoir. Il y a une certaine époque. J'imagine que maintenant, c'est un petit peu moins complexe. Mais moi, j'avais eu la chance d'avoir une copie de ce livre-là à la bibliothèque. Mais il fallait avoir 18 ans pour pouvoir le louer. Donc, il a fallu que mon père vienne le louer pour moi. Pour que je puisse le lire. Puis c'est pas parce que bon, il y avait rien de. C'est juste que c'était des sujets assez controversés. La pratique en tant que telle peut être controversée si on n'est pas nécessairement au courant de tout ce qui va en arrière, là, comme dans n'importe quelle tradition qu'on connaît pas vraiment. Faut vraiment étudier la chose puis respecter les méthodes ou les rituels qui sont faits à travers ça. Mais oui, je te refilerai de quoi ça a l'air si tu veux. Carrément, carrément, carrément. Eh bien, pour moi, je cherche, hein, mais j'ai réfléchi aussi un peu avant le live à cette question. Et en fait, je suis quelqu'un qui remet énormément tout en question. C'est insupportable d'être comme ça. Et du coup, il y a beaucoup de choses au fil de la pratique, au fil des choses qui fonctionnent, celles qui échouent, etc. Où il y a plein de petites modifications qui se font dans ma tête. Mais un qui récemment m'a vraiment bouleversée au bout de la 11e relecture, c'est la razzia des vaches de Cooley,
qui est un ouvrage qui date, là pour le coup, c'est vraiment un récit médiéval qui s'inspire des batailles de Cuchulainn. Donc, si vous le connaissez pas, c'est un héros irlandais. Et je suis sur une voie spirituelle irlandaise et écossaise depuis quelques années. C'est quelque chose qui, autant par l'histoire que par la pratique, me fascine au plus profond de moi-même. Et du coup, la razzia des vaches de Collie, peu importe la traduction que vous prendrez, il faut savoir que c'est imbuvable. C'est de l'écriture, c'est de l'écriture souvent fait par des universitaires, donc c'est souvent commenté pour que l'on comprenne les contes dont on fait le récit dans ce livre. Et c'est vraiment très chiant. Et je voulais absolument le comprendre, donc je l'ai lu et relu. Et j'ai mis en pause parce que vraiment, je vais vous dire clairement, ça me gonflait de le lire sans comprendre les tenants et les aboutissants, ce que les gens avaient récupéré de ces pratiques-là, de ces croyances face aux divinités irlandaises bien des années plus tard. En fait, il y a plein de livres récents que j'avais et dont je voulais comprendre la source, et la razzia des vaches de Coulis était souvent citée dans les sources, mais moi je ne comprenais, je ne suis pas une universitaire, et je ne comprenais vraiment rien. Et je ne sais par quel miracle, mais force de pratique et de temps qui passe, hein, très certainement, je l'ai relu il y a un an et demi, en achetant encore une nouvelle traduction du livre, parce que c'est quelque chose qui est très, très fait avec ce genre de récit. Et d'un seul coup, tout est paru très fluide. Et je pense que c'est le résultat d'un travail qualitatif et quantitatif sur un certain nombre d'années qui m'a permis de comprendre ce que j'étais en train de lire enfin. Et du coup, c'est devenu aussi par la même occasion l'un de mes livres préférés. Et voilà. Ben, comme quoi notre cheminement passe par toutes sortes d'avenues et bon, t'avais l'air, c'était ton objectif, là. Oui. Ton premier grimoire avait l'air de quoi? Un cahier de brouillon fourni par mon école primaire. Ah, et ben voilà, les petites choses simples. Et il y avait des stickers absolument abominables de petites fleurs roses et des stickers Diddle collés dessus. Alors, je ne sais pas s'il y a eu cette fougue Diddle au Québec, mais c'est des feuilles. D'ailleurs, apparemment, la marque est en train de repop en Europe, et c'était des petites souris, et il y avait tout un assortiment de papeterie autour de ça. Et voilà, j'avais des. Et en fait, c'était pour dissimuler que tout ce qu'il y avait à l'intérieur, ben, c'était très dark, et je voulais absolument protéger ça des yeux de ma mère. Donc, d'apparence, il avait la tête d'un cahier de brouillon, des plus classiques que n'importe quelle gamine a dans son sac à dos pour aller à l'école. Et en fait, à l'intérieur, il y avait des pentacles un peu partout. Des pentagrammes, enfin non, c'est du grand n'importe quoi, mais c'est le tout premier et je l'ai encore. Écoute, le mien, c'était un cartable donc que j'avais recouvert avec, à l'époque, je faisais du patinage artistique, mon Dieu, des confidences ce soir. Mais oui, je faisais du patinage artistique et j'avais une robe de compétition à l'époque qui était noire parce qu'il fallait que ce soit sobre. Et donc, à cette époque, je n'étais pas encore gothique, j'avais pas vraiment de vêtements noirs sous la main et cette robe ne me servait plus. Alors, je l'avais réutilisé, recyclé pour recouvrir mon cartable. Donc, mon cartable était fait de velours noir. Puis j'avais été très créative, je l'avais vraiment orné d'espèces d'ornements dorés et tout ça pour que ça ait l'air de vraiment d'un maître grimoire, finalement. J'ai pas fait des choses à moitié. J'écrivais en rouge dedans. Ça, je m'en rappelle très bien parce que des fois, mon crayon... Vous savez, les crayons à l'encre rouge, des fois, quand ils finissent par arriver en fin de vie, on dirait que l'encre devient un peu rose, n'est-ce pas?
Ça commence à perdre de sa vivacité et c'était très désagréable pour moi. Alors, je me rappelle d'avoir demandé à mon père, ça me prend un crayon rouge, je veux un crayon rouge. Puis là, je voulais que ce soit exactement le même crayon parce que je voulais pas détruire le standard de mon grimoire et tout ça. Mais c'était sur feuille mobile et ni plus ni moins. Un cartable avec un paquet de feuilles mobiles dedans, puis c'est ça, une belle présentation pour pas grand-chose dedans, finalement. Euh, je lis dans le chat et tout ça. Donc, on avait Mimi qui nous parlait pour ses outils qu'elle a eu. Ses 4 premiers outils en même temps, mais je trouve ça génial, justement, de littéralement s'équiper rituellement au début de notre pratique. Je ne sais pas trop ce que je faisais. Maintenant qu'on parle d'outils, je me rappelle plus trop ce que je faisais avec juste un atamé. Avant même d'avoir tout le reste, je ne sais pas à ce moment-là s'il y avait comme peut-être une utilisation différente de ce qu'on en fait aujourd'hui. Je me rappelle même pas d'avoir utilisé ça dans ma pratique. Même après avoir retrouvé justement mon grimoire de jeunesse. Parce que oui, j'ai eu ce premier grimoire-là dont je vous parle, qui était mon cartable. Puis au fil du temps, je suis allée vers justement des cahiers d'écriture tout simplement. Et dans ces cahiers-là, c'est ces cahiers-là que j'ai encore en ma possession. Quand je vous parle de mon grimoire de 13 ans qui me fait honte, ben c'est de ça que je parle. C'est de ces petits cahiers-là. Et puis, ouais, j'ai nulle part dans aucun de ces cahiers-là, il y a mention d'un atamé. Donc, j'ai aucune idée à quoi ça servait. Je pense qu'il était juste sur l'autel en guise de témoin ou je ne sais trop. Allez savoir. Allez savoir ce qu'on en faisait à l'époque. Ça fait longtemps. C'est ça, mais même moi, j'en ai eu une il y a très très longtemps et j'ai aucun souvenir de l'avoir utilisée non plus, quoi. C'est ça. Alors que enfin, le petit pose charbon que j'avais et que j'ai toujours d'ailleurs et que j'utilise toujours d'ailleurs dans ma pratique, c'est un peu un gris-gris à force. Ouais. Eh bien, lui, il avait quand même une fonction, quoi. Parce que ben, c'était la seule chose, le seul élément que je pouvais pas représenter par autre chose que par le feu, quoi. Et du coup, j'avais plein de petits éléments. Enfin, pareil, je les ai pas comptés en outil de pratique, mais j'avais une pierre pour la terre, une plume pour l'air et un petit bol d'eau très joli, pareil, donné par ma tante parce qu'elle avait énormément de bon goût. Et donc, du coup, ça me servait pour l'eau et j'avais pas le droit de faire du feu à la maison. Alors que le charbon ardent, clairement, c'est la pire des idées hein, pour mettre le feu chez soi quand on a un parquet ou des rideaux. Voilà. Mais au moins, tu as une petite coupelle pour protéger les étincelles, quoi. Mais c'est vrai que j'ai aucune idée de qu'est-ce que j'ai pu faire de cet atamé. Oh, j'aurais aimé être filmée finalement dans ma chambre. Futur sujet de podcast. À quoi servait donc l'atamé? Je vais chercher. La première fois que tu as ressenti une connexion avec la nature, c'était où? Donc, j'ai été élevée comme un petit garçon, en fait. J'avais que des cousins, alors on jouait souvent dans la forêt. On avait un chalet familial où est-ce qu'on allait pratiquement toutes les fins de semaine. Et j'ai eu un moment d'épiphanie. À un moment donné, je me suis retrouvée. Je m'en rappelle encore, puis la raison pourquoi je m'en rappelle aussi bien, c'est que c'est maintenant devenu, vous savez, votre sanctuaire, quand on doit passer à notre sanctuaire ou à un endroit qui nous calme ou quoi que ce soit, mon sanctuaire, c'est là. C'est un endroit qui existe vraiment. Et je ne sais pas pourquoi j'étais extrêmement attachée à cet endroit-là. Donc, on jouait dans la forêt à l'automne. Il y avait beaucoup d'érables dans cette forêt-là et donc les feuilles étaient rouges. Donc, c'était très coloré quand on allait en forêt. Et je me rappelle qu'à un moment donné, il y avait un petit ruisseau avec une grosse pierre. Puis pour traverser le ruisseau, ben, on sautait sur la pierre, puis on arrivait de l'autre côté. Et là, on avait une espèce de monticule qui était couvert de feuilles rouges avec un immense érable. Mais il était creux en son centre. Donc, c'était vraiment comme un immense tronc avec plusieurs troncs qui étaient reliés. Ça s'ouvrait vraiment comme une coupole, finalement. Et quand il pleuvait, il y avait de l'eau qui se retrouvait à l'intérieur du tronc. Donc, on avait toujours l'impression qu'on regardait dans un puits.
finalement, mais c'était vraiment un tronc d'arbre. Et je ne sais pas pourquoi, mais cet endroit-là m'a toujours fascinée. Et souvent, je crois que c'est là que j'ai eu mes premières expériences de divination, parce que je regardais justement ma réflexion dans l'eau au fond du tronc. Et cet endroit-là, je l'ai très, 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 de façon très vivide dans mon esprit. Je le vois très bien encore. Je ressens un peu cette connexion-là. Et je me rappelle de m'être agenouillée devant le tronc d'arbre, d'avoir regardé les branches, les troncs qui s'élevaient au-dessus de moi. Et il y avait plein de feuilles qui tombaient. C'est quelque chose que j'adore de l'automne ici au Québec. Donc, nos arbres perdent leurs feuilles de façon très, très théâtrale. Souvent, il y a un petit coup de vent et toutes les feuilles tombent en maintenant. Il pleut des feuilles, littéralement. Puis je me rappelle que j'avais regardé au ciel, puis j'avais regardé l'arbre, puis j'avais posé ma main sur le tronc et toutes ces feuilles-là tombaient. Il y en avait, mais aucune ne m'avait effleurée. Pas même une fois. Puis j'avais eu cette connexion-là instantanée d'avoir été protégée par l'arbre d'une certaine façon. Puis ça, c'est resté. Puis ce sentiment-là, je l'ai encore comme si je l'avais vécu hier. Donc, quand je fais des méditations puis qu'il faut que j'aille dans un endroit pour me calmer, c'est toujours là que je vais, dans la tête, évidemment. Ça me touche beaucoup ce que tu dis. Je suis émue aux larmes, vraiment. C'est juste déprimé, Lina. Arrête. Parce que figure-toi que moi aussi, c'est une connexion avec un arbre, un noyer. Oh! Donc voilà, je pense au sirop d'érable, aux noix, tu vois. Inévitablement. J'avais dans la petite rue, j'habitais un petit village quand j'étais petite, et j'avais une petite rue à côté de chez moi où il y avait un noyer, mais il était impressionnant. Il avait un tronc hyper grand, des branches super chouettes, où avec l'un de mes voisins, on a essayé plusieurs fois de faire une cabane, mais on manquait d'outils, disons. Mais donc elle a jamais vu le jour, cette cabane, finalement. Et c'était un refuge, quoi, parce qu'il était tellement immense que pareil, quand il pleuvait, on pouvait s'abriter dessous. Et moi, j'avais une relation très conflictuelle avec ma maman. Et du coup, à chaque fois qu'on se disputait ou quoi que ce soit, je fuyais de la maison et j'allais dans la petite rue derrière et j'étais au noyer. Et c'était même une blague entre mon père, ma mère et les voisins. Oui, Samantha, elle est fâchée. Elle a dû partir au noyer. Et c'était vraiment, enfin, c'était commun, quoi, que tout le monde disait ça, quoi. Elle va être sûrement au noyer, vous inquiétez pas, nanani, nanana. Et du coup, cet arbre a été mon refuge, mais jusqu'à la fin de mon adolescence, que je parte de chez ma mère, quoi. Et toujours, dès que je me sentais bien quand j'étais là-bas, je pouvais lire, faire mes devoirs, manger un pique-nique, mais c'était toujours au même endroit, quoi. Bon, il y avait plein d'autres endroits où j'aurais pu me poser, où il y avait des arbres. J'avais un petit parc type jardin d'enfants à côté, où il y avait de magnifiques arbres aussi. Mais non, moi, mon refuge, c'était ce vieux grand-père de Noyer qui avait au moins une centaine d'années. Oh. Et il y a quelques années, ils ont dû refaire la route et il y a eu une grosse tempête dans cette petite rue et il devenait dangereux pour la population, cet arbre, et il a été coupé. Non! Ça a été un drame et honnêtement, j'ai épuisé ma mère ce jour-là en mode mais tu vas pas pleurer pour ça et tout, nanani, nanana. Mais moi, j'étais effondrée et c'était pendant 2 jours vraiment une déprime pas possible, quoi. Oh! C'était atroce, quoi. Mais bon, il a vécu son temps aussi. Il était là bien avant mes parents et mes grands-parents, je pense, tellement il était énorme, quoi. Enfin, c'était vraiment un bel arbre. Mais si je retrouve des photos dans les tréfonds de mes albums, parce que j'ai forcément des photos de lui, je vous les posterai sur les membres privilèges. Ouais, je pourrais faire de même, faire une petite vidéo parce que ma famille a encore un chalet sur place, donc je pourrais me rendre sur les lieux puis filmer. J'espère d'être déçue puis que vous ayez ma réaction en live. Si jamais c'est pas aussi grandiose que c'est dans mon esprit, vous savez comment est-ce on exagère parfois nos souvenirs. Donc voilà, je sais pas si je vais le faire. Je sais pas si j'ai le courage parce que j'ai encore l'image. Je veux pas perdre cette image-là.
Oui, peut-être que si tu étais plus jeune, en plus, tu as encore le regard d'une enfant sur cet endroit. Moi, ça me le fait aussi quand ça fait même que 4 5 ans que je suis pas allée dans un endroit, il y a une espèce de souffle tu sais, qui t'absorbe et tu es là en mode, ouais, ça c'est mon endroit. Tu vois. Mais c'est ça, c'est un peu le sentiment que j'avais aussi. C'est pour ça que je m'y réfugie quand je fais des méditations et tout, parce que j'avais trouvé ce moment-là tellement beau. Je suis pas quelqu'un qui est ému très facilement, mais je me rappelle d'avoir regardé, puis je me rappelle d'avoir entendu mes cousins probablement lancer des pierres ou briser des branches ou faire ce que des petits garçons font en général. Donc, ils faisaient du grabuge quelque part, puis je les ignorais complètement. J'étais ailleurs à ce moment-là. Donc, je sais que c'était spécial si je participais pas à la destruction. Quelle a été ta première célébration? Euh, c'était c'était un Samhain. C'était une fête des morts. Et d'ailleurs, même hors pratique, c'était aussi un Halloween ma famille de ma mère du moins, et j'ai vécu chez elle jusqu'à mes 15 16 ans, était très catholique pratiquante. Et elle me refusait à ce que je fête Halloween. On fêtait la Toussaint, on célébrait les morts, mais on ne fêtait pas Halloween parce que pour elle, c'était du dévergondage américain. Enfin, voilà. Ce qui est un peu le Et cas. ce qui est un peu le cas. Et du coup, voilà, mais je suis quand même allée le fêter parce que j'étais très rebelle, encore une fois, j'étais insupportable. Et, et du coup, j'y suis quand même y aller. Mais dans la pratique, vraiment, vraiment, c'est pareil. Je suis entourée, heureusement et malheureusement, de beaucoup de défunts. Et du coup, ça a été la première chose. Parce que pareil, j'ai toujours regardé la pratique avec d'un point de vue celtique, on va dire, celtique irlandais. Et du coup, c'est venu naturellement que ce soit cette fête que je célèbre en premier. Et ça reste toujours pour moi la première fête de l'année. Même si je considère aussi le 2 février comme la première fête de l'année. Mais il y a l'année profane et il y a l'année pratique, même si les deux se rejoignent au final dans ma pratique. Il y a deux débuts d'année dans ma vie, quoi. Ben, c'est la même chose que toi de mon côté. Donc, c'était le même sabbat que toi. Donc, à l'époque, si je me rappelle bien, j'étais dans ma tradition week-end. Donc, c'est ce que je suivais à ce moment-là. Et je l'avais fait vraiment, vraiment tel quel qu'indiqué dans le livre. Là. Donc, j'avais fait les fameux petits biscuits en forme de lune. J'avais préparé les chandelles, les encens, les pierres et tout ça. On pourrait dire que c'était pas très. Tu sais, c'est quelque chose que je vois encore passer sur les réseaux qui m'agresse particulièrement quand je vois justement un hôtel avec un ramassis de trucs qui sont associés à ce sabbat-là. Puis je me dis peut-être que les autres pratiquants mettent plus d'intention, voient un lien, voient qu'il y a quelque chose qui connecte tous ces objets-là ensemble. Mais de ma pratique à moi, je me rappelle que j'avais décoré mon hôtel avec des feuilles mortes et tout, mais ça, c'était juste là sur l'hôtel. Il se passait rien, là. Avec du recul, je me dis, mais c'est n'importe quoi. Il aurait dû avoir quelque chose de réalisé à travers ça. Là où est-ce que ça a été spécial pour cette célébration-là, c'est que en quelques minutes, j'ai vraiment eu la visite de tous les éléments en même temps. J'ai été porter des offrandes à l'extérieur, donc j'ai offert des pommes grenades, des pommes et tout ça, des petits potirons. J'ai tout été placé ça au pied d'un arbre. Et en un espace de 2 minutes, même pas, le vent s'est levé. Toutes les feuilles mortes se sont envolées autour de moi dans un tourbillon. Vous savez, quand il y a un tourbillon de feuilles, on a l'impression qu'il se passe quelque chose de magique. C'est un peu ça que j'ai senti à ce moment-là. Après ça, le vent s'est calmé d'un coup. C'était une journée très nuageuse, très sombre et très grise. Les nuages se sont tassés, le soleil est sorti. Il s'est mis à pleuvoir. Et là, j'étais ancrée littéralement dans la terre parce que j'étais agenouillée en train de mettre mes offrandes et en l'espace de quelques minutes, j'ai vraiment eu tous les éléments en même temps. Et je me rappelle que je me suis levée, j'avais une longue redingote noire au vent
Puis là, j'avais l'impression que j'étais seule au monde à ce moment-là, tu sais. Je sais qu'il y a des véhicules qui passaient puis tout ça, mais il n'y avait plus rien, j'entendais rien. J'étais juste extrêmement connectée. Et ça a été, voilà, ça a été ma première célébration. Puis je me rappelle à quel point ça a été quelque chose. Puis pourtant, je reviens encore à ça parce que je m'en rappelle encore. Après avoir vécu ça, je suis retournée à mon hôtel, puis je trouvais donc que ce qu'il y avait sur l'hôtel, c'était insipide. Que ça n'avait aucune connexion, puis aucun lieu d'être finalement, que ma place était à l'extérieur. Elle n'est pas en dedans avec mes petits biscuits en forme de lune et tout ça. Mais c'est la première célébration que j'ai eue de mon côté. C'est cool que ta première célébration ait été aussi intense, quoi. Ouais. Ça a dû directement t'implanter en mode, ok, je sais quelle est ma voie spirituelle, quoi. Je tiens à préciser quelque chose ici parce qu'on a Mimi dans le chat qui nous confie qu'elle a fait beaucoup de lectures avant de commencer sa pratique beaucoup plus tard. Je pense en fait que c'est quand même un très bon cheminement, Mimi, en toute honnêteté, parce que quand je retrouve justement mes écrits de début de pratique, ces souvenirs-là qu'on se partage aujourd'hui en rigolant un peu, mais il y avait quand même un manque de maturité à travers ça. Puis je pense que ça, c'est une grosse perte de temps pour la pratique. Parce qu'on a fait des choses sans trop vraiment soucier des répercussions. On n'a peut-être pas nécessairement pesé l'ampleur de nos actions à ce moment-là quand on le faisait. Donc, je pense que de prendre son temps pour bien comprendre ce qu'on fait, je pense que c'est quelque chose qui est très sage dans la pratique. Puis même des fois, là, je veux dire, bon, je ne regrette rien. Ma pratique est ce qu'elle est. Mais je pense que j'aurais eu une pratique beaucoup plus développée si j'avais pris plus mon temps que ce que j'ai fait au début à faire pas mal n'importe quoi. On s'entend. Tout à fait. Moi, c'est pareil pour moi, mais ça vient avec une autre question qui vient après, donc je vous raconterai un peu plus après. Quel élément t'a semblé le plus familier au début? Eh bien, confidence, potin, le feu, mes amis, le feu. Je sais pas ce qu'il y a, en fait, oui, je sais ce qui a déclenché cette crème du feu, mais c'est l'élément avec lequel je me sentais le plus connectée au début de ma pratique. Quand j'allumais une chandelle, j'avais vraiment l'impression d'allumer ma spiritualité. C'était littéralement ça. C'était vraiment comme ouvrir l'interrupteur d'une lumière là, pour moi. Donc, dès que j'allumais ma chandelle était là tout le long de ma pratique, tout le long de ma méditation ou autre. J'avais vraiment l'impression que c'est l'élément avec lequel je connectais le mieux. J'arrivais à voir les mouvements de la flamme, à vraiment comprendre ce que la chandelle me disait. J'ai même utilisé la divination par la chandelle souvent, à poser des questions, à voir comment la chandelle réagit et charger cette chandelle-là, élever la flamme, essayer de contrôler la flamme aussi par la pensée ou par justement cette connexion-là. Puis c'est vraiment l'élément avec lequel je me suis sentie le plus à l'aise au début de ma pratique, croyez-le ou non. Incroyable. Incroyable. Eh bien, moi, c'était l'eau. Alors que je suis pas vraiment... maintenant, c'est un peu moins, mais quand j'ai compris que l'eau pouvait me purifier, que l'eau était accessible pratiquement partout, potable ou non potable, que l'eau pouvait aussi m'aider à bannir, et je bannis énormément avec l'eau. Ça a pris vraiment très peu de temps avant que je le comprenne naturellement, sans m'informer ou quoi que ce soit. Ça se manifestait par des petites choses comme journée épuisante, ne serait-ce qu'une douche, tu vois. Vraiment, il y avait des choses qui m'apaisaient en présence de l'eau. Et d'autant plus avec l'eau en grande quantité. Il y a une espèce de truc de sérénité qui se fait avec cet élément. Et plus tard, ça a été avec la terre et l'eau. Quand je suis tombée grande amoureuse des grands cailloux que nous avons en France qui s'appellent les Alpes, que j'ai découvert quand même très tard dans ma vie. Et j'ai vu les Pyrénées avant, mais les Alpes, c'est autre chose. Et les Alpes m'ont ancré dans cet amour de ces deux éléments, parce qu'il y avait, j'y allais en fin d'hiver, donc une fonte des neiges qui est assez
conséquente et impressionnante et qui crée du mouvement sur la Terre et tout. Et moi, ça me fascine depuis toujours, du coup. Et c'est vraiment, enfin, je me sens connectée à l'eau comme un poisson dans l'eau. Et ton premier moment de pouvoir ressenti, est-ce que ça a un rapport avec l'eau aussi? Oui, OK. parce que oui, c'était avec l'eau aussi, parce que j'aimais bien faire des bains traditionnels de fin d'hiver. J'en avais déjà parlé, il me semble, dans une chronique sur Demoiselles étranges il y a 1 ou 2 ans, Mhm. où peu après la célébration du soleil, je fais un bain froid, très froid, dans une eau naturelle, que ce soit un lac ou quoi. Et, et la première fois que je l'ai fait, je voulais purifier intensément des choses que je venais de vivre, etc., et me remettre à zéro pour démarrer la nouvelle année avec le retour du soleil. Il faisait très beau. C'était dans un petit cours d'eau, mais une rivière quand même, et qui par moment peut avoir pas mal de courant. Et là, c'était très calme et j'ai récité tout ce que j'avais à réciter. Et d'un seul coup, je me suis fait emporter par le courant. Je me suis arrêtée très vite, j'ai su très vite me rattraper, mais pile poil à la fin de mon incantation, l'eau m'a emportée, quoi. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai compris. Merci, bonsoir, à l'année prochaine. Demande-moi, Et c'est quand même. j'étais plutôt jeune quand même, hein. C'était parce que avant, ouais, bon, j'étais un peu plus vieille quand même, je dois avoir 17, 18 ans quand ça m'est arrivé. Parce que avant, ma pratique était plutôt brouillon. Moi, je ne l'ai pas trop exprimé tout à l'heure quand je parlais justement de mon fameux cahier de brouillon avec mes autocollants Lidl et toutes ces choses-là. Mais ça restait relativement brouillon, ma pratique avant la fin de l'adolescence, quoi. Ben, écoute, ouais, c'est assez flagrant comme moment. De mon côté, c'est un petit peu la même chose. Ça a été vraiment une manifestation de l'élément, mais de façon extrêmement intense d'un coup. Ça surprend beaucoup. J'avais fait j'avais fait une invocation, en fait, où je me rappelle pas si c'était une invocation ou si j'avais appelé l'élément air à se manifester. J'étais en pleine forêt, j'avais les mains positionnées de la bonne façon, j'étais à l'est et le vent s'est levé d'un coup, mais avec une brutalité que, je veux dire, il y avait un petit peu de vent cette journée-là, mais pas à ce point-là. Il y a eu une rafale très intense, au point qu'il y a une arbre qui est tombée pas loin de moi. Et à partir de là, je me suis dit, non seulement j'ai ressenti ce sentiment de pouvoir-là, mais j'ai aussi senti cette vulnérabilité qu'on a par rapport à ces forces-là avec lesquelles on travaille. Parce que, bon, l'arbre n'est pas tombé sur moi, mais elle aurait pu tomber sur moi. Mm. Et là, on se pose la question, est-ce que j'ai provoqué ça? Est-ce que c'était moi? On a toujours cette petite crainte qui s'installe. Mais ça a été un moment de pouvoir, non seulement au niveau physique, mais au niveau de compréhension d'à quel Mhm. point ça nécessite du respect, puis ça nécessite une compréhension des forces avec lesquelles on travaille aussi. Donc, une claque au visage de la part du vent de mon côté. En mode, ouais, tu cherches, tu trouves. C'est un peu comme ça que je l'ai ressenti aussi Ouais, avec cette prise de courant. c'est ça. En mode, ok, d'accord, je provoque des choses, je commence à en prendre conscience et c'est quand ça s'est répété l'année d'après que j'ai dit, ok, c'était pas une coïncidence, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et voilà, on apprend et on fait. Depuis, je suis un peu plus prudente quand même. Voilà. As-tu déjà fabriqué un outil toi-même et lequel était le premier? Je me suis fait une baguette. Donc, j'avais trouvé, j'ai déjà parlé, là, j'avais vu un arbre dans la forêt qui avait été frappé par la foudre. Donc, j'ai récupéré une branche qui a été calcinée. Je l'ai sablée. C'était très salissant, soit dit en passant. C'était salissant même pour manipuler la foutue baguette. On s'entend. C'était littéralement carbonisé. Mais ça a été le premier outil que j'ai fait, là, donc que j'avais orné avec des cristaux et tout ça. Mais c'était un moment de découverte là, directement en nature où est-ce que j'ai vu ça. Je me suis dit, oh, je veux utiliser ça dans ma pratique. Donc voilà, une petite baguette de bois carbonisé. Et toi? Et moi, c'était un éteignoir à bougies.
Parce Oh. que, en fait, je, je souffle les bougies pour terminer un rituel et pour qu'il passe, on va dire, dans l'univers. Mais quand le rituel, par exemple, quand je fais quelque chose sur plusieurs jours ou quoi que ce soit, j'éteins la bougie sans la souffler. Et je sais que tout le monde n'a pas ce système, mais du coup, j'ai pris un dé à coudre que j'ai soudé, qui était en Ah! étain et que j'ai soudé à une petite baguette. Et avant ça, il avait une petite, comment dire, une petite attache qui était fixée dessus et je le faisais avec une ficelle. Sauf que la ficelle, je la tenais de très près du dé à coudre et je me suis brûlée plusieurs fois. Du coup, j'en Ah! ai eu marre et j'ai pris de quoi souder à l'étain et c'était très propre, n'empêche. Et je me suis mis une petite baguette du coup dessus pour pouvoir éteindre avec facilité. Et pareil, c'est un petit accessoire que j'ai toujours qui doit traîner par là dans l'occultum à côté. Je crois que ma baguette s'est probablement détériorée au fil du temps. C'est sûrement un petit tas de bois carbonisé quelque part que j'ai dû balayer du revers de la main un jour. OK, on embarque dans le sujet chaud. Quelle a été ta première voix spirituelle, Lina? Alors, comme je te disais, ça a été très brouillon le début de ma pratique. Si je devrais vraiment citer la première, mes parents m'ont imposé la religion catholique très jeune. Pareil que toi, j'ai fait ma confirmation, mon baptême, etc. Le catéchisme tous les mercredis pendant 2 ans, sans que rien ne prenne sens dans mon esprit. Après, j'ai été ce qu'on appelle une celtisante. Alors Oh, pour moi, la définition, c'est idéaliser tout le monde celtique. Et bon, ça, c'est dû clairement à ce que je lisais à l'époque. Enfin, je n'ai rien contre les gens qui le font, mais du coup, il y a beaucoup de déformations et de New Age qui en découlent. Et et c'est ça qui a rendu tout très brouillon au cœur de ma pratique. Mais la première chose que j'ai fait avec beaucoup de sérieux, c'est le luciférisme. OK. Et j'avais fin d'adolescence, plus 16-17 ans, où je me suis dit, OK, tu veux faire les choses bien, donc tu vas étudier, étudier, étudier. Et on pense souvent que ce sont des versants de la pratique spirituelle qui sont un peu mauvais ou quoi que ce soit. Pas du tout. Je pense qu'une autre demoiselle pourra en parler mieux que moi. Euh, mais euh, mais c'est quelque chose, c'est une pratique qui est énormément basée sur la connaissance pour le coup. Lucifer étant l'ange de la connaissance. Et, euh, et du coup, j'ai bûché, mais comme j'ai jamais bûché. Je bûchais plus sur mes manuels de pratique que sur mes propres études. Et ça m'a permis de constituer toute une série de bases assez solides pour pouvoir aller plus loin plus tard, quoi. Donc voilà. Et toi? Hmm, pas très loin. En fait, satanisme, ça a été ma première curiosité, en fait. Puis je pense que ça allait de soi. C'était comme un acte de... De C'est ça. rébellion? Oui, exactement. Donc, je pense que je suis vraiment passée d'un extrême à l'autre, finalement. Et je ne l'ai jamais vraiment pratiqué, cela dit, mais je me rappelle d'avoir eu les préceptes, ce qui explique aussi pourquoi j'utilisais de l'encre rouge, puis je voulais que mon grimoire soit noir. Donc, je commençais déjà à être très sombre à l'époque. Et les préceptes m'avaient beaucoup marqué parce que c'était beaucoup basé sur non seulement le respect de la nature, mais aussi le respect de soi, quelque chose qu'on ne nous apprend pas nécessairement quand on suit certaines religions classiques où est-ce que justement on doit faire le bien autour de nous et c'est tout. Et c'est pas ce qu'il y avait avec le satanisme. C'est quelque chose que j'avais beaucoup apprécié, cette façon justement de dire, ben écoute, tu dois respecter tes valeurs, tes croyances à toi. Et si quelqu'un ne te respecte pas, tu es autorisé à ne pas les respecter non plus, d'une certaine façon. En tout cas, c'est la Oui, perception que j'avais à cette époque-là, mais c'est quelque chose qui m'avait marqué profondément parce que là, il y avait de la valeur dans l'individu et non pas juste de la valeur dans le panthéon, les divinités avec lesquelles on travaillait. On ne se sentait pas en situation d'infériorité finalement. On tout à était fait. à part entière
un petit être spirituel. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup interpellée à l'époque, mais je ne l'ai pas pratiqué, évidemment. Je l'ai étudié pendant peut-être une année ou deux où est-ce que j'étais vraiment dedans. Mais ça a vraiment été la première voie spirituelle que j'ai suivie ou que j'ai observée, du moins, de mon côté. Mais je comprends parce que en plus, dans ces époques-là, ça a un côté, les deux pour le coup là ont vraiment un côté un peu, je sais pas si je peux dire ça, mais anarchiste, ou en mode c'est vraiment très adogmatique et d'ailleurs, je viens d'y penser, j'ai vu passer sur YouTube, je les ai pas encore regardés, et je pense que je vais le faire ce week-end. Lyra Keltoir a sorti des vidéos d'introduction. Bon, c'est loin d'être complet, mais connaissant le travail de Lyra, c'est sûrement très très bien fait. Et où elle parle justement de ces pratiques-là. Je sais que quand on en parle comme ça peut... Oula, ah ouais, ok, elles sont dans des bails sombres, les nanas. Non, pas du tout. Faut aller plus loin que le nom, on va dire. C'est vraiment des pratiques à part entière. Alors certes, il y a certaines dérives, mais comme dans toutes, mais c'est toujours très intéressant d'apprendre de ces pratiques et surtout qu'elles sont basées sur l'étude, un peu comme en magie haute, ou enfin, ce qu'on appelle la haute magie, où on a besoin de ressources astronomiques, où on a besoin de ressources très scientifiques, où on a besoin de ressources de la Bible et des religions monothéistes, et on a besoin de tout ça pour se construire notre propre imaginaire, nos propres vérités aussi, et nos propres croyances au final et convictions. Et c'est super intéressant de l'explorer. Donc oui, sombre, mais pas trop. Exactement. Quel a été ton premier défi ou obstacle en tant que pratiquante? De me faire confiance, qui est une réponse très, très sage. On en est toutes rendues là. Mais oui, je pense que ça a été un gros défi de faire confiance en ce que je fais, de ne pas le faire à la légère aussi, de réaliser que non, c'est pas une recette de pâte à biscuits. Qu'il faut vraiment y mettre du sien, puis il faut vraiment être concentré sur ce qu'on fait et d'avoir confiance qu'on a ce pouvoir-là de connecter, on a ce pouvoir-là de faire changer les choses. Puis ça a vraiment été le premier défi ou d'obstacle que j'ai réalisé dans ma pratique. Il faut que j'apprenne à me faire confiance. Oui, ben, j'ai la même réponse. C'est pas très original. Mais il n'y a plus de duel là. Eh ben non, non, Mais ça va pas. ça a été le gros problème aussi, où parfois je me retrouvais devant l'hôtel en mode, mais et intérieurement tu te marres un peu, tu essayes de rester concentré, mais tu es là en mode, je sais pas en fait là, et tu finis par douter, soit tu rigoles, soit tu pleures, mais dans tous les cas tu finis par douter, et ça, je crois qu'il y a beaucoup de rituels qui n'ont pas été terminés à cause de ça. Oui, oui, absolument, absolument. On va probablement en reparler dans de prochains duels, mais oui, c'est un fait. Et je pense que ça touche pas mal tous les pratiquants. On ne l'avoue pas, on n'en parle pas, mais c'est là. Dans un coin noir. À quel âge est-ce que tu as eu ton premier hôtel? Euh, honnêtement, je ne sais pas. Je pense. Est-ce que c'est arrivé au début de ta pratique ou beaucoup plus tard? Non, ça arrivait beaucoup plus tard. Au tout début, c'était des hôtels que je rangeais très vite au fond d'un placard, et je les sortais quand ma mère était au boulot. Okay. Et donc, une fois sur la table de nuit, une fois sur mon bureau, une fois sur le lit même aussi. Euh, mais plus tard, après, ouais, le premier véritable, je pense que c'était chez mon premier compagnon avec qui je me suis installée, et je m'étais fait un petit recoin dans la chambre sur une petite étagère. Mais pareil, c'était un repère où c'était fixe, où je pouvais le voir tous les jours en me levant et tout, mais je pouvais pas pratiquer tel quel parce que ben, forcément je pouvais pas à l'intérieur de cette petite étagère allumer des bougies, et ainsi comme j'avais fait sur mon bureau que je vous avais raconté au dernier live. euh, mais je sais pas pourquoi, je le faisais pas, et du coup je m'installais une petite nappe sur une autre petite table gigogne, et du coup je me réinstallais tout là dès que je voulais pratiquer, et hop je le rangeais
dans cette petite étagère, mais tout bien ordonné et tout que ce soit visible et joli. Mais ouais, c'était souvent des hôtels qui bougeaient quand j'en avais besoin et que je re-rangeais tout en restant visible quand je l'utilisais pas sur le fait. Et toi? Moi, ça a été un cadeau de mon père. Donc, au début de ma pratique, mon père m'a construit un hôtel. Donc, on salue le Guy. Le Guy, un homme merveilleux. Un homme, De toute façon. un homme hors pair. Mais c'est ça, il m'avait fait un hôtel avec la même couleur que mes bureaux et tout ça. Et on avait peint un pentagramme sur le dessus. Donc, Génial. j'avais fait une petite tablette en dessous pour ranger justement avec un petit compartiment pour glisser mon grimoire parce qu'il savait qu'il fallait que ce soit secret. Donc, ça a été, c'est ça, un petit hôtel en bois que mon père avait fabriqué pour moi. Puis j'étais très, très contente de ça, d'avoir ce soutien-là parce que c'est quand même précieux. C'est pas quelque chose que tout le monde vit là, nécessairement au niveau de la spiritualité. Donc, j'étais très, très contente d'avoir ce soutien-là. C'est incroyable. Franchement, c'est génial. As-tu déjà eu une synchronicité si marquante qu'elle t'a fait revoir tes croyances? Pas revoir mes croyances, mais j'ai eu une synchronicité à un moment donné. Quelque chose m'a appelée. Et pendant une semaine, parce que bon, c'était une manifestation assez particulière de justement une entité quelconque que je nommerai pas parce que bon, ça fait partie de mon cheminement. Et je trouvais ça particulier que ça arrive à un moment spécifique de ma vie. Et ça restait là. Puis là, je me disais, ben voyons, c'est bizarre que ça vienne me chercher ou que j'ai remarqué ça. Et pendant toute la semaine, il n'y avait que ça, des synchronicités. Que des moments de cette entité-là qui se manifestaient constamment à moi, à un point où je me suis dit, peut-être qu'on m'appelle, peut-être que je dois prendre ce message-là en considération. Puis finalement, ça s'est estompé. Si ça avait continué, je pense que j'aurais dévié de ma voie spirituelle actuellement. J'entends tout à fait. Bon, moi non plus, je ne vais pas citer pour pas faire de syncrétisme sur la radio, mais mais ça relève un peu de la même chose. Sauf que, à contrario, moi, c'est resté vraiment un petit temps. Et le pire, c'est que j'ai pas compris de suite ce qui m'arrivait. Donc, du coup, ce sont des manifestations qui se répétaient hebdomadairement pendant plusieurs mois. Et j'ai eu plus peur que confiance sur le début. Et au final, ça s'est fini par une relation qui dure depuis plusieurs années. Et pareil, ça relève du panthéon irlandais. Mais voilà, je n'en dirai pas plus. Mais du coup, ça m'a fait revoir mes croyances parce que justement, avec maintenant le passé que vous nous connaissez, tout ce qui était identifié quelque chose, une divinité ou quoi que ce soit, c'était vraiment pas quelque chose qui m'attirait dans la pratique. Et en fait, j'ai pas eu vraiment le choix. Ça s'est un peu présenté et j'étais un peu pas obligée, mais c'était évident qu'il fallait que je suive le mouvement, quoi. Ben voilà. Voilà qui met fin à notre duel spirituel et du coup à notre mission. Donc, merci d'avoir été avec nous, chers enchanteurs, que votre pratique reflète vos pouvoirs et que les secrets vous soient révélés d'ici à notre prochain rendez-vous. C'était Lina et Valérie de Demoiselles étranges pour Radio Antasia. Bonne soirée, Lina. Bonne soirée. Bonne soirée, Mimi. Bonne soirée, Alina. Bonne soirée, tout le monde.